Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse aux galaxies et au voyage à la vitesse de la lumière. J'espère que vous avez trouvé vos ceintures sur les sièges. On vous a prévenu qu'il y aurait un peu de secousse. Donc là, effectivement, ce que je vais vous proposer, c'est d'explorer un peu l'univers à la fois dans l'espace et dans le temps, pour essayer de comprendre comment sont nées les galaxies et un peu comment nous nous situons aujourd'hui dans l'univers, depuis les plus petites jusqu'aux plus grandes échelles. Alors, il se trouve que ce sujet de les galaxies est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est le sujet sur lequel je travaille au quotidien. Essayer de comprendre comment sont nées les galaxies, c'est vraiment ma spécialité. Et l'image que vous voyez en fond d'écran sur cette diapositive, c'est une des dernières images qui ont été obtenues avec le télescope spatial Hubble, qui fourmille d'informations. Et donc, au cours de l'exposé, je vous donnerai des informations sur ces galaxies. Avant de commencer l'exposé à proprement parler, je voudrais dire que aujourd'hui, dans le cadre de la recherche en astrophysique, on vit une époque un peu particulière, en ce moment précisément, parce que depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on a découvert, on a fait une découverte qui était justement, on entendait parler de ça en introduction, on a découvert le fait qu'il existait peut-être une énergie sombre. On savait déjà depuis longtemps qu'il existait de la matière noire, même si on ne sait pas ce que c'est, où elle est, comment elle est faite. Et donc, on se retrouve dans une situation aujourd'hui qui est assez embarrassante. Donc, je préfère vous le dire tout de suite, parce qu'après, vous allez me dire quand même, il se moque un peu de nous avec cette histoire. Donc, je vous le dis tout de suite, je vais me moquer de vous, mais c'est pour vous préparer l'aveu qu'on va faire, qui est que les galaxies sont les objets à travers lesquels on a appris que l'univers avait une histoire. On a beaucoup avancé sur la compréhension de l'histoire de l'univers, et malgré tout, les galaxies restent mystérieuses. Alors, le constat qu'on a fait ces dernières années, c'est que probablement que 95% du contenu de l'univers est fait de composantes noires dont on n'a aucune idée de ce qu'elles sont, 25% des matières noires et 70% d'énergie noire. Je reviendrai sur ce que c'est tout à l'heure. Mais donc, je suis dans la situation inconfortable qui consiste à vous dire que je vais vous parler des 5% restants, et qui est d'autant plus inconfortable qu'on ne voit que 10% des 5% qui restent. C'est-à-dire que 90% des 5%, vous me suivez là? Donc 4,5%, donc il me reste 0,5%, sont invisibles. Donc même la matière qu'on appelle la matière baryonique, les atomes que vous connaissez, qui constituent notre propre corps, la Terre, etc., on sait qu'ils existent, parce que quand on les regarde dans l'univers très lointain, on les voit. Mais si vous regardez l'univers proche, on ne sait pas où ils sont. Donc, on a de la matière normale noire, de la matière noire pas normale, mais on ne sait pas ce que c'est, et l'énergie noire. Et il nous reste 0,5%. C'est ça qui fait la lumière, et c'est de là qu'on déduit tout. Donc ça commence bien. Alors, dernière chose que je voudrais dire, c'est que, du coup, la communauté des astronomes est divisée en deux camps. Réellement. Alors, j'ai pas fait le sondage pour savoir si les deux camps étaient vraiment 50-50. D'un côté, ceux qui disent, d'ici peu, on aura trouvé le nom des particules qui font la matière noire et on aura trouvé la caractérisation de l'énergie noire et on est à deux doigts de boucler le tout. Et on a une bonne compréhension des choses. Et puis, il y a l'autre camp qui disent que les 95% de choses noires dont on ne comprend rien ne mesure pas quelque chose qui existe, mais mesure le niveau de notre ignorance et du chemin qui nous reste à parcourir. Et que plus on avance dans la connaissance, et plus, finalement, ce qui nous reste à comprendre s'étend en même temps. Donc, ça, on n'a pas la réponse à cette question-là, mais maintenant, je vais vous proposer de plonger dans ce qu'on sait pour que vous ayez votre propre opinion. Alors, pour ça, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par le commencement, c'est-à-dire le ciel tel que vous pouvez le voir avec vos yeux, pour qu'on se situe un peu à partir du connu. Alors, j'espère que vous voyez assez bien, et si jamais vous ne voyez pas assez, on verra si on peut diminuer les éclairages ou pas. Mais
là, vous avez un ciel étoilé en noir et blanc qui correspond à peu près à ce que vous voyez à l'œil nu dans une région où le ciel est assez dégagé, où il n'y a pas trop de pollution due aux villes et ni aux nuages. Donc, par exemple, typiquement, les deux grands sites où on fait des observations astronomiques aujourd'hui, la Cordillère des Andes au Chili, où on a un ciel très sec et parfois, maintenant, on a des télescopes jusqu'à 5000 mètres d'altitude, et le mont Mauna Kea, qui est un des volcans à Hawaï, à 4200 mètres d'altitude, où là, pareil, on a des conditions idéales. Maintenant, je vais faire une petite transformation. Donc, je vais vous demander de regarder l'image. Vos yeux, normalement, quand vous regardez le ciel, progressivement découvrent de plus en plus d'étoiles. Il y a une autre propriété que vous pouvez découvrir et que je vais essayer de vous faire découvrir. Donc, je le fais. Vous avez vu quelque chose? Les couleurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais les étoiles ont des couleurs. Parfois, on s'interdit de le voir, et quand on sait qu'elles ont des couleurs, on regarde le ciel, on se dit, mais oui, elles ont des couleurs. Mais tant que quelqu'un ne vous a pas dit qu'elles ont des couleurs, vous vous dites, mais non, elles n'ont pas de couleurs. Ça vous prouve déjà qu'on s'autorise parfois à voir que ce qu'on sait qu'on a le droit de voir. Et ces couleurs, c'est très important pour nous parce que les étoiles bleues, en général, sont des étoiles qui sont chaudes. Et pour être chaudes, en général, ce sont des étoiles qui sont plutôt massives. Et c'est ce qu'a raconté Roland Lehoucq, je pense, la dernière fois, mais même si vous n'avez pas assisté, c'est très simple. Cet élément, c'est que les étoiles massives sont des étoiles qui convertissent les atomes dans leur cœur beaucoup plus vite que les autres, et leur durée de vie est très courte, de l'ordre de quelques millions d'années. C'est-à-dire, pour nous, c'est instantané. Si vous voyez une étoile massive dans le ciel, elle vient de naître. À quelques millions d'années près, on ne va pas chipoter. Les rouges sont des étoiles de petite masse, plus froides et plus vieilles. Donc, en étudiant la couleur des étoiles, vous avez une idée de l'histoire temporelle de la galaxie. Certaines étoiles viennent de naître, certaines sont là depuis longtemps, et à travers les couleurs, vous pouvez remonter une information qui concerne l'histoire des étoiles. Maintenant, je continue ma transformation, et vous voyez apparaître cette bande laiteuse qu'on voit dans le ciel nocturne, qu'est la Voie lactée. Alors, les Grecs l'avaient appelé Galakias, qui est issu du mot galactos, qui veut dire le lait en grec. Selon la légende, c'était Héraclès qui, en tétant sa mère, Héra, avait mordu un peu trop fort le sein, et du coup, il y a une goutte de lait qui a giclé et qui a fait toute la Voie lactée. Il y a d'autres légendes comme ça qui sont très intéressantes. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, Démocrite, qui était un atomiste, le disciple de Leucippe, avait proposé que la Voie lactée était en réalité un ensemble d'étoiles dont on ne pouvait pas discerner les petits points et qui n'était pas du tout une véritable nébuleuse, mais simplement une association dense d'étoiles. Le hic, c'est que dans cette vision des atomistes, vous vous retrouvez dans une situation où il y a des atomes et rien entre, du vide. Et l'idée du vide n'a jamais vraiment plu aux hommes. D'ailleurs, il a fallu 20 siècles pour qu'on accepte cette idée de l'atomisme. Et comme vous allez le voir, en astronomie moderne aussi, on revient sur l'idée du vide. Finalement, le vide existe-t-il? C'est une des grandes questions qui est associée à la naissance des galaxies, parce qu'il a un effet sur leur histoire. Il faudra attendre très longtemps pour qu'on démontre définitivement que la Voie lactée est faite d'étoiles. C'est Galilée, en pointant sa lunette sur la Voie lactée, qui a véritablement résolu la galaxie en petits points. Pendant longtemps, par exemple, Aristote avait proposé que la Voie lactée, du fait qu'elle était de forme irrégulière, ne pouvait pas appartenir au monde au-delà de la Lune, parce que le monde au-delà de la Lune était le monde des dieux, parfait, et ça interdisait cette possibilité. Le fait qu'elle soit irrégulière interdisait qu'elle appartienne à un monde autre que notre atmosphère, et donc elle était à classer de la même manière que les phénomènes météorologiques. Le véritable coup de génie vient de Emmanuel Kant, le philosophe, qui s'est dit la chose suivante. Imaginez une boule qui tourne sur elle-même. Plus on est près de l'axe, moins la vitesse est grande, plus on est attiré par la gravité, plus on est loin, plus la force d'inertie est grande, plus vous résistez, et votre boule va se transformer en galette. Si vous êtes dans la galette, vous verrez quelque chose de plat comme ce qu'on voit pour la Voie lactée.
Et si ce qui tourne est suffisamment loin, même si ça tourne vite, ça se déplace sur une petite échelle projetée, l'angle que ça fait va être petit, même si ça va très très vite. Et du coup, vous croyez que la Voie lactée est immobile, mais en réalité, elle tourne. Et donc, il a eu l'idée que la Voie lactée était une galette dans laquelle on était, et que les autres nébuleuses qu'on voyait dans le ciel étaient d'autres galaxies qu'il a appelées d'autres univers-îles. Voici le catalogue des 110 nébuleuses qui a été réalisé par Charles Messier en 1784. Ces nébuleuses, en réalité, sont constituées de nébuleuses qui appartiennent à la Voie lactée et d'autres qui sont effectivement des univers-îles d'autres galaxies. Vous savez depuis quand on sait que ces autres nébuleuses sont des galaxies hors de la nôtre? 85 ans. Tout récent. Il a fallu attendre l'astronome Edwin Hubble pour comprendre d'une part que ces objets étaient au-delà de la limite dessinée par l'agglomération d'étoiles qui forment notre Voie lactée, et pour mesurer avec précision leur distance jusqu'à des centaines de milliers, voire des millions d'années-lumière. Quand Hubble a mesuré la distance des galaxies, il a utilisé une technique qui avait été inventée par une astronome qui s'appelle Henrietta Leavitt. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est en réalité une femme qui a inventé la technique grâce à laquelle, finalement, on a démontré que l'univers avait une histoire. Ce qu'elle a remarqué, c'était que les étoiles avaient une pulsation. Certaines étoiles, qu'on appelle les céphéides, pouvaient pulser. Et que cette pulsation était d'autant plus rapide que l'étoile était peu lumineuse. Et donc, elle a fait un lien entre la rapidité avec laquelle pulsaient les étoiles et leur luminosité. Parce qu'elle avait tout un ensemble d'étoiles qui étaient dans la même nébuleuse. Donc elle savait qu'elles avaient la même distance, et elle a vu un lien entre la pulsation et la luminosité, et la brillance. En utilisant cette technique pour mesurer une distance, quand vous connaissez la luminosité d'un objet, s'il apparaît plus faible, c'est qu'il est plus loin. Hubble a donc découvert le fait que certaines de ces nébuleuses étaient des galaxies en dehors de la nôtre, et donc a prouvé l'existence d'univers-îles. Mais en même temps, c'est là où il y a eu cette onde de choc dans le monde de l'astronomie. Il a découvert que ces objets s'éloignaient tous de nous à une vitesse d'autant plus rapide que les objets étaient éloignés. Cette idée-là avait germé dans l'esprit des successeurs d'Einstein, l'abbé Lemaître et Alexander Friedman, qui avaient déjà dit que l'univers ne pouvait pas être stable et qu'il devait être soit en expansion, soit en contraction. Donc, en 1923, on a eu la preuve observationnelle, même si Hubble lui-même n'avait pas cette vision-là des choses, finalement on a eu la preuve observationnelle que la théorie d'Einstein, qui au fond prédisait l'expansion de l'univers, même si son créateur n'y avait pas adhéré au début, finalement aboutissait à cette conclusion qui est assez difficile à accepter pour les astronomes de l'époque. L'univers a une histoire et donc il faut remonter cette histoire. Certains astronomes, parmi les plus grands comme Fred Hoyle, ont eu peur que cette idée-là soit récupérée par la religion et ont inventé des théories alternatives. Une théorie de la création continue, par exemple, par peur qu'on dise un jour la lumière a été créée, etc., etc., l'analogie avec la Genèse. Si maintenant vous remontez le film en arrière, vous vous retrouvez dans une situation où les galaxies, puisqu'il y a expansion, étaient de plus en plus proches. Donc il y a eu un moment donné où tout le monde était réuni en un point. C'est cette fameuse théorie du Big Bang où tout est parti d'un point et qui s'est étendu. En réalité, on ne sait pas si tout est parti d'un point ou si l'univers a toujours été infini mais qu'il s'est étendu. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que l'univers qu'on peut voir était tout entier concentré en un point, mais ce qu'il y a au-delà, on n'en sait rien. Donc on ne sait pas si le temps a commencé avec le Big Bang, parce qu'on n'a aucune idée de la théorie qui pourrait décrire ça, et on ne sait pas non plus si l'univers est infini ou pas. Bon, maintenant, on va quand même essayer de se situer dans cet univers. Je vous propose de commencer par la Voie lactée. Vous avez ici la position du Soleil en bas, qui est située à peu près à 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Donc, la lumière met 26 000 ans à nous arriver du centre. Donc, quand vous voyez le centre de la Voie lactée, vous le voyez tel qu'il était il y a 26 000 ans. S'il s'est éteint depuis, on le saura dans 26 000 ans. Maintenant, si vous voulez traverser, assis sur un photon, l'ensemble de la Voie lactée, il vous faut plus de 90 000 ans. Alors, une année-lumière, c'est à peu près 1000 milliards de kilomètres, et une minute-lumière, 18 millions. Pourquoi je parle de minute-lumière? Parce que si maintenant
on s'intéresse à une taille plus petite. La lumière met 8 minutes à nous arriver depuis le Soleil, 45 minutes pour arriver jusqu'à Jupiter, 5h30 Pluton, qui n'est plus une planète depuis pas longtemps, mais je ne sais pas si elle le sait. Et non, un jour, on va lui dire. Et maintenant, on va suivre le trajet de cette lumière. Je vais vous proposer de faire un voyage au cours duquel on va traverser la Voie lactée, découvrir un peu de quoi est faite la Voie lactée et en sortir. C'est un voyage qui va nous conduire sur 60 millions d'années-lumière, où on va se diriger vers la plus grande agglomération de galaxies sur les 100 millions d'années-lumière de notre voisinage, de notre quartier. L'image que vous voyez ici est une image du ciel, où vous voyez encore la Voie lactée, et vous pouvez reconnaître des étoiles. Et ces étoiles dessinent une constellation que beaucoup d'entre vous connaissent probablement, qui est la constellation d'Orion, que je représente ici, et qui est associée au chasseur Orion de la mythologie grecque. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de se diriger, vous voyez l'épée, le baudrier de Orion. Il y a 3 petites étoiles alignées au milieu de la lame. On va aller là. On va rencontrer une nébuleuse et on va continuer le voyage. Ce voyage a été réalisé à partir de positions réelles d'étoiles, 100 000 étoiles mesurées par le satellite Hipparcos. Et les images que vous verrez quand vous voyez autre chose que des étoiles ont été réalisées avec le télescope spatial Hubble. Voilà, on commence le voyage. Donc, comme je vous l'ai dit, les étoiles, vous les voyez défiler sur les côtés. On va s'approcher de cet endroit qui était au milieu du sabre et de l'épée. Et vous remarquez une nébuleuse qui va grandir, c'est la nébuleuse d'Orion, une pouponnière d'étoiles où les étoiles massives et très chaudes ionisent le gaz, c'est-à-dire extraient les électrons et lui donnent cette couleur. On va passer à travers la nébuleuse et on va s'approcher d'une autre nébuleuse, la nébuleuse de la tête de cheval. Regardez une zone d'ombre, quand on la regarde de près, elle ressemble à la tête d'un cheval. Maintenant, le voyage continue, on s'approche d'une autre nébuleuse, la nébuleuse de la Rosette. Nous sommes maintenant à 5000 années-lumière de distance. Nous avons parcouru 5000 années-lumière. Cette nébuleuse est chauffée, elle aussi, par des étoiles jeunes qui chauffent une coquille de gaz tout autour. On va la traverser, voilà. Mais les nébuleuses ne sont pas uniquement faites d'étoiles jeunes qui chauffent du gaz, elles sont aussi faites d'étoiles mortes. La nébuleuse du Crabe, dont on voit l'image ici, qui est située à peu près 6000 années-lumière de nous, c'est la première des galaxies, des nébuleuses du catalogue de Messier. Regardez, il y a une petite étoile qui pulse au centre, c'est un pulsar. Elle a explosé en 1054, elle a été observée, elle est apparue comme une étoile 2 jours par les Chinois pendant une vingtaine de jours. Et maintenant, pour la première fois, vous allez sortir de la Voie lactée, quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un satellite, mais qu'on peut faire avec cette image, cette visualisation réaliste. Regardez la Voie lactée avec ses bras enroulés en spirale, ces zones d'ombre où il y a de la poussière qui absorbe la lumière des étoiles. Sur la gauche, notez la présence de 2 naines, ce sont les galaxies du nuage de Magellan à 200 000 années-lumière de la Voie lactée. Et on va s'approcher des galaxies Messier 31 et 33, qui sont maintenant à 2 millions d'années-lumière. Nous venons de faire un voyage de 2 millions d'années. Donc Messier 31, la galaxie d'Andromède au fond, et Messier 33, on va passer à travers pour que vous puissiez voir que là aussi, vous avez des nébuleuses qui sont chauffées par des étoiles jeunes. On va passer à travers la nébuleuse. Voilà, on va laisser de côté la galaxie d'Andromède, même si elle est très jolie. Et on va s'approcher d'un couple de galaxies en interaction, dont l'une ressemble à un cigare et qui forme des étoiles par flambée, qui est la galaxie M82, qui est sur la droite. Je vous demande maintenant de noter que les galaxies sont distribuées en filaments avec des régions vides et de constater, pendant qu'on passe à côté de M101, à gauche, en bas à gauche, une grande concentration de galaxies. C'est là qu'on va se diriger. On va passer par un filament de galaxies pour aller vers cette région. Vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de galaxies en forme de spirale comme la Voie lactée. Maintenant, regardez les galaxies. On est maintenant à 20 millions d'années-lumière de la Terre. Regardez les galaxies qui sont de plus en plus régulières, qui ressemblent de plus en plus à des ballons de rugby. La galaxie la plus lumineuse au centre, galaxie Messier 87. Elle contient un trou noir supermassif, où on voit le G à gauche. Regardez ces galaxies qui ressemblent à des ballons de rugby. Rien à voir avec la Voie lactée. Comme vous pouvez le voir, les galaxies sont très différentes les unes des autres. Vous avez vu qu'il y avait des galaxies qui ressemblaient à la nôtre, d'autres qui étaient plutôt en forme de ballon.
et des galaxies plus irrégulières, comme les nuages de Magellan. Très tôt, on a distingué les galaxies en 4 grandes familles. Et Hubble lui-même avait déjà commencé cette distinction. Et il avait imaginé une séquence dans laquelle les galaxies naissaient d'abord sous la forme d'un ballon, et puis des bras allaient leur naître progressivement. Seulement, ça ne marche pas du tout. Parce que, regardez bien les galaxies. La galaxie de gauche, spirale, dans ses bras, la lumière est bleue. Vous avez des grumeaux bleus. La galaxie jaune, elle a une couleur uniforme jaune. Les étoiles bleues, je vous l'ai dit, sont des étoiles massives et jeunes. Elles viennent de naître. Il n'y a pas d'étoiles qui viennent de naître dans le ballon. La galaxie elliptique est morte. Elle ne formera plus jamais d'étoiles, elle n'a plus de gaz. La galaxie en galette spirale qui ressemble à la nôtre est vivante. Elle forme des étoiles. Vivante dans le langage de former des étoiles, si vous me permettez l'expression, bien entendu, je ne veux pas du tout dire que les galaxies sont vivantes au sens strict du terme. Alors, en termes de nombre de galaxies, la majorité des galaxies sont des galaxies spirales. Mais en termes de la quantité d'étoiles qu'il y a dans les galaxies, la majorité des étoiles de l'univers sont dans des régions mortes. 73%. L'une des grandes questions qu'on se pose aujourd'hui et qui va nous conduire un peu au cours de cet exposé est la question suivante. Quel est le phénomène qui a arrêté la formation d'étoiles dans les galaxies, qui a tué les galaxies? On ne sait pas expliquer précisément la formation des galaxies. C'est un problème qu'on a depuis longtemps. Mais depuis peu de temps, on se rend compte que le fait que des galaxies soient mortes est un gros problème. Pourquoi ? Parce que 90% du gaz dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était caché doit tourner autour de nous. Et il y a un réservoir de gaz qui devrait pouvoir donner naissance à des étoiles beaucoup plus vaste que tout ce qui a pu exister dans les étoiles, dans les galaxies. Donc, on devrait voir ce gaz tomber dans les galaxies et former des étoiles. C'est pour ça que c'est un problème. Où est ce gaz? Et qui interdit au gaz de tomber dans les galaxies, alors qu'il a toujours nourri les galaxies dans le passé? À droite, vous voyez une galaxie irrégulière, comme le grand nuage de Magellan, et en dessous, une galaxie qu'on appelle particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est particulière. Quoi? Elle est particulière, non? Elle a une tête particulière. Alors pourquoi elle est particulière? Parce que son histoire est particulière. Et ça, on va voir, ça va être un des éléments clés pour comprendre comment sont nées les galaxies. Ah, pas réussi mon coup. Voilà. Il y a 2 grands scénarios qui ont été envisagés pour comprendre la naissance des galaxies. Selon le scénario de gauche, pardon, on va dire top-down, parce que sinon on va dire que les astronomes font de la politique. Vous avez une espèce de grosse galette au départ, qui a une taille énorme, et puis qui va se subdiviser en éléments de plus en plus petits jusqu'à donner les galaxies. C'est le scénario, donc top-down, du haut vers le bas. Et à droite, vous avez le scénario inverse, du bas vers le haut. Vous voyez que les astronomes sont très forts au niveau design et au niveau idée de nouveaux noms pour trouver bottom-up. Et vous partez de toutes petites galaxies naines qui vont fusionner les unes avec les autres jusqu'à donner naissance aux galaxies. Alors, il a été très très difficile de séparer les 2 camps. Mais maintenant, depuis peu, on a la preuve définitive. Non, en fait, je ne devrais pas dire ça parce que rien n'est jamais définitif chez nous. Donc, je ne m'autorise pas à le dire. Mais disons qu'on a des éléments qui tendent à prouver que, plus probablement, le scénario de droite est le bon. Alors, l'élément le plus fort qui est en faveur de ça, c'est une image qui a été réalisée par des satellites successifs et des expériences en ballon, dont le dernier satellite qui s'appelle WMAP, et un nouveau européen qui va être lancé bientôt pour affiner tout ça, et qui a valu le prix Nobel en 2006 à John Mather et George Smoot, qui ont mesuré pour la première fois les grumeaux à partir desquels vont naître les galaxies. Donc pour pouvoir voir ça, je vous propose de reprendre notre position dans la Voie lactée, et on va maintenant plonger à l'endroit où nous sommes pour repartir de la salle d'où on est ici, avant d'aller voir le reste. Alors, on plonge dans la Voie lactée, on rentre dans le bras de la Voie lactée.
la Terre, le Soleil, ça on connaît, et une grille verte pour nous situer dans l'espace. Maintenant, on recule. On peut imaginer une sphère sur laquelle on observe le ciel, finalement c'est la voûte céleste, mais pour la mettre sur la feuille, on va la déprojeter. Voilà. Maintenant, vous allez voir la Voie lactée dans différentes couleurs qui vous apparaît de façon complètement différente pour arriver jusqu'au micro-ondes. Et maintenant, on va changer le contraste. D'une image complètement homogène, on arrive à une image où vous voyez des grumeaux. Alors, je voudrais m'arrêter juste un instant là-dessus. Au départ, l'image était... Désolé, l'animation revient là-dessus, mais vous vous souvenez, l'image était complètement homogène. D'ailleurs, je vais pouvoir... L'image était complètement homogène, et c'est la première chose qui a beaucoup étonné les astronomes, c'est que l'univers primordial, à l'époque où la lumière et la matière se sont séparées, donc à l'époque où on peut commencer où la lumière a pu commencer à circuler dans l'espace, donc on ne peut pas remonter plus loin que cette époque-là, 380 000 ans après le Big Bang, les premières fluctuations qui vont donner naissance aux galaxies sont extrêmement réduites. Pour une température donnée, l'écart entre les deux est de 1 pour 100 000. Donc 1 pour 100 000 d'écart va être la source de toute la formation des structures dans l'univers. C'est extrêmement petit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais maintenant vous montrer l'image, cet écart de 1 pour 100 000 entre le rouge et le bleu, entre le maximum du rouge et du bleu, va donner naissance à l'image que vous avez vue tout à l'heure, où l'écart entre la galaxie et le reste est de 1 million. En d'autres termes, vous allez gagner 11 ordres de grandeur en 13,7 milliards d'années. Alors, je vous donne tout de suite la réponse, c'est impossible. L'univers n'existe pas, d'un point de vue théorique. D'un point de vue pratique, c'est comme ça. Donc, il existe une composante cachée qui accélère le processus. D'où l'idée de matière noire. L'idée de matière noire n'est pas née de ça, mais cette observation-là fait partie des preuves qu'il existe de la matière noire. La matière noire participe à l'attraction gravitationnelle de ces petits grumeaux qui vont progressivement donner naissance aux galaxies. Alors pourquoi on a pensé à la matière noire? Voici un exemple. Il y a plusieurs façons de prouver l'existence de la matière noire, mais je vais vous en donner juste quelques-uns. Vous voyez en haut à droite une galaxie comme la Voie lactée avec des étoiles qui tournent. Et vous voyez une ligne rouge qui montre que quand on est près du centre, on tourne à une certaine vitesse et après ça s'aplatit. En d'autres termes, si vous êtes assez loin du centre de la Voie lactée, si vous augmentez votre vitesse, vous allez sortir de l'attraction, vous avez une vitesse vous allez échapper à l'attraction de la gravitation de la galaxie assez facilement, donc vous ne pouvez pas aller très vite au loin. Donc vous vous attendez à ce que vous voyez maintenant en bas à gauche, qui est une représentation de la vitesse des étoiles en fonction de la distance au centre de la galaxie. Plus vous vous éloignez, et plus les étoiles doivent tourner lentement. Le Soleil devrait tourner à peu près 160 km par seconde. La ligne que je vous ai représentée au-dessus, c'est ce qu'on voit effectivement, c'est-à-dire rien à voir avec ce qu'on attend. Le Soleil tourne à 220 km par seconde autour du centre de la Voie lactée. C'est pas normal, il tourne beaucoup trop vite. Si la masse de la Voie lactée était la masse qui rayonne de la lumière, à cette vitesse-là, le Soleil aurait dû partir depuis longtemps et quitter la Voie lactée. Si le Soleil n'a pas quitté la Voie lactée, ou se retrouve pas à une orbite beaucoup plus lointaine, c'est que la masse qui est contenue dans la région entre le centre et le Soleil est beaucoup plus grande que ce qu'on pense, et d'où l'idée de matière noire, d'une masse non visible, mais qui participe à l'attraction gravitationnelle. L'image en bas à droite, c'est l'image du gaz chauffé dans un amas de galaxies par l'effet de la gravité. Le gaz atteint une température qui, s'il n'y avait pas autant de masse que ce qu'on voit avec la matière noire, ce gaz n'aurait jamais atteint une température comme ça et se serait lui aussi échappé. Donc tous ces éléments suggèrent qu'il existe dans l'univers de la matière noire. Un autre élément, c'est la vitesse à laquelle tournent les galaxies dans un amas de galaxies, qui est très rapide, trop rapide par rapport à la masse visible. Tout à l'heure, je vous ai dit, on vit dans un univers avec 95-96% d'un contenu invisible. Matière noire, on vient de le voir. Et puis, je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, l'énergie noire ou l'énergie sombre
dont on a découvert l'existence il n'y a pas longtemps à travers l'observation de supernovae, qui permettent de faire des mesures de distance comme les étoiles céphéides qui pulsent, dont je vous parlais tout à l'heure, mais comme elles sont plus lumineuses, ces supernovae, ces étoiles qui meurent, on peut aller beaucoup plus loin. Typiquement, vous pouvez remonter jusqu'à une époque où l'univers était âgé de 5 milliards d'années. Et avec ces observations-là, on s'est rendu compte que l'univers est en expansion, on le savait, mais une expansion qui s'est accélérée au cours du temps. Depuis à peu près 7 milliards d'années, l'expansion de l'univers s'accélère. Il y a quelque chose qui pousse l'univers à aller de plus en plus vite, et c'est cette énergie sombre qui le fait, une forme d'énergie du vide. On ne sait pas exactement quelle est sa nature, et je dois vous dire dès maintenant qu'il existe des alternatives. La matière noire n'est peut-être qu'une mesure de notre ignorance de la loi de la gravitation, qui est peut-être un tout petit peu différente de ce qu'on croit, et auquel cas, à grande distance, l'attraction serait différente. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'attraction gravitationnelle de Newton modifiée, Modified Newtonian Dynamics, monde. Et l'énergie noire est peut-être une petite variante de la théorie de la relativité générale. Donc, mais la grande majorité des chercheurs aujourd'hui partent de ces éléments fondamentaux et pour vérifier, pour valider si ces éléments, ces ingrédients-là sont corrects, font une simulation à l'ordinateur de l'univers. Si la simulation reproduit l'univers tel qu'il est, c'est qu'on a les bons ingrédients physiques. Pour ça, vous allez utiliser l'ordinateur le plus puissant du monde ou de l'Europe. Le CNRS vient de se doter d'un ordinateur super puissant qui est capable de faire 200 000 milliards d'opérations par seconde. Ce que je vais vous montrer bientôt est un peu moins puissant avec 94 000 milliards d'opérations par seconde. Quelle est l'histoire que l'on raconte avec ces modèles? On part de l'image de gauche, les premières fluctuations dont on a vu qu'elles étaient toutes petites. Pendant près d'1 milliard d'années, on a ce qu'on appelle les âges sombres, qui marchent mieux en anglais puisque c'est les Dark Ages, qui est le même terme qu'ils utilisent pour le Moyen Âge. Le Moyen Âge de l'univers, pas d'étoiles. Autour de 1 milliard d'années après le Big Bang, naissent les premières étoiles ou les premières galaxies. Même ça, on n'en est pas sûr. Il est possible que les étoiles naissent avant les galaxies. 3 milliards d'années après le Big Bang, naissent les premières galaxies naines qui vont grossir. Et on aboutit ainsi aux amas de galaxies. Voici une simulation numérique de l'univers tel que on le produit dans un ordinateur. Vous avez mis la physique que vous pouviez, une physique assez simple, de la gravité, dans laquelle vous incorporez la matière noire, la matière normale, la matière baryonique, vous laissez tomber tout ça au cours du temps, et se forment naturellement des filaments, au croisement des filaments des amas de galaxies, et entre des vides. Vous avez là un premier élément de confirmation du fait que l'idée n'est pas complètement idiote, parce que c'est assez proche de ce que l'on observe dans la réalité. Je fais un arrêt sur image ici. Vous vous souvenez de l'image tout à l'heure, quand on a voyagé dans l'espace, on avait vu ces filaments et ces vides. Voici maintenant la distribution réelle des galaxies de l'univers local, réalisée à l'aide d'un télescope au sol, et de ce projet qui s'appelle le Sloan Digital Sky Survey. Il est bloqué. Ah, mince. Je vais essayer de recommencer. Voilà. Donc, ce que vous allez voir sur cette image, c'est la cartographie tridimensionnelle réelle de quelques galaxies, à peu près 600 000 galaxies, et 76 000 quasars. Donc un travail immense, des années et des années d'études pour arriver à ça. On va quitter la Voie lactée. Vous voyez de plus en plus de galaxies dont on se sépare. On va prendre beaucoup de recul pour pouvoir voir l'univers à très grande échelle et voir s'il ressemble à ce qu'on attend dans les modèles. Vous voyez se dessiner des régions vides, des filaments et des régions où vous avez des concentrations de galaxies. Le mur que vous voyez au milieu correspond à la région qu'on a le mieux observée. On n'a pas regardé tout l'univers en volume, on a regardé des tranches d'univers. Tout à l'heure, ça va tourner, vous allez voir ces tranches. Mais remarquez, ce que je vous demande de remarquer, c'est la structure spongieuse de l'univers. Des filaments, des vides, et vous pouvez comparer à ce qui se passe au-dessus.
Bien sûr, ce n'est pas précisément la même chose, mais l'idée semble être plus ou moins bonne. Vous voyez, maintenant, ce sont des tranches d'univers qu'on a regardées, ce n'est pas la totalité. Alors, ce qui est intéressant dans ce petit film, c'est que maintenant on va prendre un peu de recul. Tout au loin, on voit ces points verts qui sont des quasars, je reviendrai dessus, qui sont les objets les plus lointains. Et maintenant, on retrouve, cette fois en vision sphérique, les premiers grumeaux. Donc c'est eux qui, finalement, quand vous plongez dans l'espace ici, ce que vous faites, c'est vous plongez dans le temps. On n'a aucune idée de ce qu'est l'univers lointain aujourd'hui, on ne le voit que tel qu'il était dans le passé. Donc plus on voit loin, là, plus on voit le passé. Voilà. Ça, c'est un premier élément qui semble conforter la théorie du scénario qu'on appelle le scénario de formation hiérarchique des galaxies, parce qu'on part de petites vers les grosses, donc il y a une hiérarchie. Regardez à gauche, vous allez voir en fondu enchaîné circuler des images de galaxies particulières. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des galaxies particulières. Je vais essayer de le refaire pour que ça refasse. Voilà. Des galaxies particulières, eh bien, ce sont des galaxies qui s'entrechoquent, qui se croisent, qui se mangent l'une l'autre, et qui, en le faisant, créent des antennes où la matière est éjectée sur des centaines de milliers d'années-lumière. Ces fusions de galaxies qui sont observées semblent être aussi une confirmation du modèle hiérarchique. Dans le premier modèle dont je vous avais parlé, on partait de grosses galaxies qui se subdivisaient. Dans le deuxième, on part de petites qui fusionnent. Et là, on a l'impression d'être les témoins directs de la fusion des petites. Voici maintenant une simulation numérique d'une galaxie apparemment tranquille qui va en croiser une deuxième qui va arriver de la droite. Les deux galaxies sont des galaxies spirales avec un certain angle et regardez, paf, elles se croisent. Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle se produit ce qu'on appelle un effet de marée et vous avez des antennes qui se créent par la matière qui est éjectée. Regardez ce qui va se passer maintenant, les galaxies fusionnent. Vous ne faites plus qu'une galaxie plus grosse et vous avez cassé les bras de la galaxie, vous avez fait une galaxie elliptique. Très intéressant, on a maintenant un processus pour donner naissance à des galaxies elliptiques. L'image que vous voyez maintenant, en arrière-plan, c'est une image à très très grande échelle de l'univers. Elle aussi réalisée à l'ordinateur. Vous voyez des filaments, des vides, des galaxies. Sur la droite, quelques petites images de galaxies qui sont nées naturellement dans la simulation. Remarquez à quel point elles ressemblent aux galaxies réelles. Le cube qui tourne sur lui-même représente des galaxies spirales avec un filament continu de gaz. Ce que nous disent les simulations numériques, c'est que le gaz, qui représente 90% de la matière normale qu'on cherche partout, il est là. La simulation vous permet de pointer du doigt l'endroit où se situe ce gaz qu'on n'arrive pas aujourd'hui à observer dans l'univers local. Du coup, le problème est encore pire que ce qu'on avait au début. Parce que dans la simulation numérique, le gaz tombe en continu dans les galaxies. Une galaxie, plus elle est massive, plus elle va attirer le gaz vers elle, et plus vous vous attendez à ce qu'elle forme des étoiles. Mais dans l'univers local, les galaxies les plus massives sont mortes. Comment a-t-on fait pour arrêter le gaz? Un phénomène peut-être violent a dû tuer les galaxies, ou bien elles se sont éteintes par manque de gaz, et celui-ci n'est pas sous la forme des filaments que pensent les simulations numériques. On va voir si on peut remonter à travers notre enquête à l'origine du problème. Maintenant que je vous ai fait croire que les simulations numériques expliquaient tout, je vais maintenant vous dire la vérité. Les galaxies que vous voyez sur la droite, j'ai pas mis d'échelle de grandeur dessus. En réalité, elles sont beaucoup trop petites. Elles n'ont pas du tout la taille des galaxies qu'on observe. Ça ressemble à des galaxies, ce sont des galaxies Canada Dry. Elles ressemblent à des galaxies réelles, mais ce sont des galaxies beaucoup trop petites. On n'arrive pas à faire la Voie lactée dans ces simulations. On ne sait pas faire la Voie lactée. On ne sait pas comment la Voie lactée est née. Deuxième problème, dans cette simulation, les galaxies ne meurent jamais.
il y a toujours du gaz qui tombe dedans. Vous ne devriez pas avoir d'étoiles rouges et mortes, vous devriez avoir plein d'étoiles bleues partout. Pas de galaxies rouges, pas de galaxies jaunes, que des bleus. C'est pas le cas. Alors, on va oublier pour un moment les simulations numériques, en se demandant si le problème vient de la résolution du programme et s'il ne faudrait pas rajouter quelques milliards d'opérations par seconde pour que ça marche, ou bien si le problème est un problème plus fondamental, qui est que la physique qu'on croit être la physique de formation des galaxies est trop limitée et qu'en réalité on oublie des phénomènes fondamentaux au niveau de la physique. Quoi de mieux que de plonger réellement dans l'univers? Voici l'image la plus profonde du ciel dont je vous avais parlé tout à l'heure. Vous allez maintenant voir les galaxies défiler à mesure qu'on va plonger dedans. Ce sont les véritables distances des galaxies qui ont été mesurées, et on plonge dans l'image, regardez les galaxies évoluer. Vous allez voir que la couleur des galaxies passe du blanc progressivement au jaune. Vous allez voir que la densité de galaxies va progressivement diminuer. Vous voyez des galaxies de forme très irrégulière, de moins en moins de belles galaxies spirales. La densité de galaxies diminue. Et plus on va vers l'univers lointain, plusieurs milliards d'années en arrière dans le passé, plus vous voyez des galaxies compactes et petites. À l'époque du presque premier milliard d'années après le Big Bang, le nombre de galaxies est très petit et elles ont des formes assez compactes. Voilà. À partir de ce type d'image, les astronomes, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, ont dessiné l'histoire de la formation d'étoiles, non plus dans les galaxies individuelles, parce que c'est très compliqué. Alors ils se sont dit, on va faire la chose suivante. Imaginons une boîte qui fait une taille moyenne de, on va dire, 3 millions d'années-lumière, pour avoir un effet moyen de ce qui se passe dans l'univers. Maintenant, vous prenez votre boîte, dans l'univers proche, et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe dans ma boîte? Je ne veux pas savoir si les galaxies sont elliptiques, spirales, irrégulières, particulières ou pas. Je prends ma boîte de 3 millions d'années-lumière, et je compte le nombre d'étoiles vieilles et jeunes que j'ai là-dedans. Et je déplace ma boîte, comme on l'a fait dans ce film, 3 milliards d'années en arrière, 4 milliards d'années en arrière, 5 milliards, 10 milliards. Et maintenant, je vais tracer l'histoire de la boîte. Dans une boîte de 3 millions d'années-lumière, qui suit l'expansion de l'univers, on appelle ça, qui est dans l'espace, comobile, donc mobile avec l'univers, est-ce que les galaxies formaient plus d'étoiles dans le passé que dans le présent, et comment ces galaxies étaient-elles nourries? Voici les points qui ont été réalisés à partir de ces images profondes et en utilisant uniquement la couleur des étoiles. Vous voyez sur la gauche la quantité d'étoiles qui naissent par chaque année dans une boîte de 3 millions d'années-lumière de côté. Alors c'est un logarithme, donc il faut prendre 10 à la puissance ça. Bon, peu importe. Ce que je veux vous montrer, il y a une incertitude. Vous voyez que les points sont pas, vous ne dessinez pas quelque chose de très précis parce que les mesures sont jamais très précises. Mais en gros, ce que vous voyez, c'est que plus ou moins 8 milliards d'années dans le passé, c'est l'axe qu'on voit au-dessus. 7,7, c'est milliards d'années dans le passé. Il y avait plus d'étoiles qui se formaient qu'aujourd'hui, et quand on remonte dans le passé, il y en avait moins. Voici à peu près l'histoire moyenne de la formation d'étoiles dans l'univers. Non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Rappelez-vous, à chaque fois que je vous ai montré des étoiles tout à l'heure, elles étaient dans des nébuleuses. Elles étaient cachées. Si on pouvait voir les étoiles de manière directe, on pourrait faire ça. Mais dès le jour où l'auteur de ce papier a publié ce papier, tout le monde savait qu'il était faux. C'est un des papiers les plus cités. Il n'y a rien de mieux qu'un papier faux pour être connu. Je suis très connu, non. Ici, vous voyez à gauche une protogalaxie. Une galaxie qui n'est pas encore formée, qui va être une petite galaxie qui va grandir, et puis une galaxie adulte en bas. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire d'une galaxie? Le cycle de conférences que la Cité des Sciences a organisé tourne autour du cycle de la matière. Donc, j'en arrive maintenant au cycle de la matière dans une galaxie. On commence avec le nuage bleu que vous voyez là-bas, qui est un nuage de gaz où il n'y a pas encore eu de formation d'étoiles.
vont naître les premières étoiles, qui sont représentées là en orange. Et les plus massives vivent le moins longtemps. Elles commencent, pour certaines, par perdre, les plus massives d'entre elles, leur enveloppe périphérique. Cette enveloppe propage les éléments qui sont nés dans le cœur des étoiles dans le milieu interstellaire. Et elles vont ensemencer en carbone, oxygène, azote et autres l'espace interstellaire. Certaines d'entre elles vont en arriver à un stade de dégénérescence qui va faire qu'elles vont exploser sous la forme d'une supernova. Ce sont celles qui arrivent jusqu'au niveau du fer, qui est le noyau le plus stable dans l'univers. Et le cœur de l'étoile va s'effondrer sur lui-même, parfois jusqu'à donner naissance à un trou noir, tandis que l'enveloppe, par une onde de choc, va se propager dans l'espace. L'onde de choc, en se propageant, va provoquer la naissance de nouvelles étoiles, va emporter des noyaux d'atomes comme le carbone, oxygène, magnésium, silicium, et donc va donner naissance à des systèmes planétaires comme le nôtre, riches en éléments lourds, où la vie va pouvoir apparaître, ce que vous voyez là-haut. À partir de cette poussière, de nouvelles étoiles vont naître, et ainsi de suite. Donc, une étoile naît dans une région qui s'est effondrée sur elle-même. Il est donc naturel de s'attendre à ce que quand une étoile naît dans cette région, sa lumière ne sorte pas facilement de la région. Si vous ajoutez à cela le fait que les étoiles massives vivent pas longtemps, on ne verra jamais d'étoile massive sortie de la région d'où elle est née. Si une étoile massive est née à l'hôpital machin, eh ben vous la verrez jamais en dehors de l'hôpital machin. Une étoile de petite masse va sortir de sa pouponnière de gaz et vous la verrez voyager dans la galaxie, vous la verrez n'importe où. Mais la grosse, jamais, parce qu'elle va mourir avant. Voici l'image de la nébuleuse de la tête de cheval dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez en ombre la tête de cheval. Mais ça, c'est dans le visible. Si vous regardez dans l'infrarouge, vous voyez que l'image devient le négatif de l'autre. La poussière chauffée par les étoiles jeunes rayonne l'énergie qu'elle a absorbée. En d'autres termes, si vous utilisez l'infrarouge, vous pouvez dévoiler les étoiles qui sont cachées, les étoiles massives qu'on a ratées. Et c'est comme ça qu'on va véritablement pouvoir mesurer l'activité de formation d'étoiles des galaxies lointaines. Pour ça, il fallait de nouvelles générations de satellites qui, heureusement, ont été lancés, et un prochain va être lancé au mois d'octobre 2008. Voici, en haut à droite, la nébuleuse d'Orion. On va faire un petit voyage dans cette nébuleuse. Vous allez voir les étoiles massives et très lumineuses, et regardez que selon l'angle avec lequel on regarde, la luminosité de ces étoiles nous apparaît ou disparaît, du fait de l'absorption du milieu entre vous et l'étoile. Il est donc impossible de considérer uniquement le rayonnement des étoiles pour mesurer leur quantité, puisque l'ultraviolet que vous voyez en gauche en bleu chauffe le gaz, la poussière, qui à son tour rayonne dans l'infrarouge. Si maintenant on veut remonter l'histoire de la formation d'étoiles dans l'univers, voici ce qu'on pensait il y a 10 ans, voici ce qu'on pense aujourd'hui. On s'était beaucoup trompé. Le rouge représente la correction qu'il a fallu appliquer en tenant compte de la poussière. Alors, regardez ce qui s'est passé. Depuis 6 milliards d'années, la courbe rouge tombe de façon rapide, brutale. On a ici la preuve observationnelle de l'histoire de la mort des galaxies. C'est la trace au cours du temps de ces galaxies qui vont mourir, dont je vous parlais tout à l'heure, de ces galaxies qui vont s'éteindre. Bon, alors comment elles s'éteignent? Quel est le cataclysme qui a pu provoquer cette extinction? Est-ce que c'est un cataclysme ou est-ce que c'est simplement qu'elles meurent de faim? Des cataclysmes, il y en a. Voici la galaxie du cigare, la galaxie numéro 82 du catalogue de Messier dont je vous avais parlé tout à l'heure. Vue par la tranche, cette galaxie, si vous regardez que le blanc, est une galaxie normale. Mais si vous regardez maintenant dans la raie spécifique de l'hydrogène ionisé, qu'on appelle la raie H-alpha, à 6563 angstroms, ce que vous voyez, c'est du gaz projeté en dehors de la galaxie de manière perpendiculaire au plan de la galaxie. Comme l'étoile dont je vous parlais tout à l'heure qui ensemence l'espace interstellaire, à l'échelle d'une galaxie, la galaxie ensemence l'espace intergalactique en éléments lourds.
Est-ce qu'un phénomène comme ça peut éteindre la formation d'étoiles dans les galaxies? Probablement, en partie, oui. Mais rappelez-vous qu'il y a ces filaments de gaz. Donc vous allez éplucher votre galaxie pendant un certain temps, elle n'aura plus de gaz. Et puis, au bout d'un milliard d'années, peut-être, le gaz qui était autour va finir par revenir. Les filaments où il y a 90% du gaz, peut-être, vont tomber. Les modèles montrent que ces vents jouent un rôle fondamental pour comprendre les galaxies, mais ne suffisent probablement pas à expliquer tout. Revenons aux bases, la Voie lactée. On va regarder maintenant le centre de la Voie lactée. Je parle trop. Le centre de la Voie lactée, une image en infrarouge proche, à 2 microns. Je vous dis ça parce que c'est une longueur d'onde qui est grande, qui mesure les étoiles froides et vieilles, parce qu'au centre de la Voie lactée, il y a beaucoup d'étoiles petites, froides et vieilles. Au milieu de cette image, vous avez un carré. Maintenant, nous allons plonger dans ce carré, et vous allez voir qu'en prenant des images de cette région pendant des années successives, les astronomes ont découvert quelque chose d'assez étrange. Regardez le mouvement des étoiles. Comme un jongleur invisible qui jongle avec des balles lumineuses, vous voyez les étoiles tourner autour d'un point invisible. Regardez. Autour de quoi tournent ces étoiles? C'est là l'identification précise de l'endroit où on pense que se trouve le trou noir supermassif de la Voie lactée, avec à peu près 3,6 millions de masses solaires, une masse qui a été déterminée grâce à la vitesse de ces étoiles. Toutes les galaxies, on le pense aujourd'hui, possèdent en leur centre un trou noir supermassif. Alors vous allez me dire, bon, d'accord, et alors? Comment il est arrivé là? Comment est-ce qu'il est né? Il y a pas mal de théories là-dessus, il n'y en a aucune qui soit convaincante. On ne sait pas. Peut-être par la coalescence, un certain nombre de trous noirs stellaires qui s'agglutinent les uns aux autres. Mais ça prend beaucoup de temps, ça ne marche pas trop. Ou bien, ils sont nés très tôt dans l'histoire des galaxies et puis ils ont grossi. Et quand ils ont grossi, qu'est-ce qui s'est passé? Le gaz est tombé dans le trou noir, s'est mis à tourner et a pu avoir lui aussi des phases violentes où il a éjecté de la matière au moment où elle tombait. Et effectivement, on a été témoin, avec des images de qualité de plus en plus qui sont de plus en plus efficaces pour mesurer l'activité des galaxies cachées. On a combiné des images dans le visible, dans l'ultraviolet. Donc là, vous avez une image dans l'ultraviolet et dans la radio pour voir les différentes composantes des galaxies. Vous avez ici 2 galaxies, une grosse en bas à gauche, avec une traînée noire qui représente la poussière qui absorbe la lumière des étoiles, à nouveau, et une petite qui passe à côté. Dans l'infrarouge, pardon, dans le domaine des X maintenant, dans le domaine de l'infrarouge, vous voyez que là où il y a la barre, vous avez des régions plus lumineuses, la poussière est chauffée. Et regardez ce qui se passe dans le domaine de la radio. Un jet de matière sort de la galaxie qui est en train de détruire l'autre qui est passé à côté. Et toute la matière rouge que vous voyez sortir là-bas a été expulsée par le jet. Vous avez un tueur galactique. Mais le tueur ne s'arrête pas là. On est sur 20 000 années-lumière, là. Cette violence s'étale sur 850 000 années-lumière. Vous voyez, les hotspots, comme on les appelle, s'étendent extrêmement loin. Et si vous savez maintenant que toute galaxie porte en son centre un trou noir supermassif qui a eu une phase comme ça, vous pouvez vous demander si les trous noirs n'ont pas tué les galaxies. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que c'est le cas. Sauf que on observe beaucoup de galaxies dans lesquelles on a un trou noir avec un jet et avec beaucoup de formations d'étoiles. Et ça va être ma dernière image astronomique, qui n'est pas très esthétique, mais qui est scientifiquement extrêmement intéressante. Vous avez ici, au centre de l'image, un trou noir. Les contours vous montrent des images de gaz moléculaire.
et la tache noire en bas, une région où se forment beaucoup d'étoiles, où il y a beaucoup d'étoiles massives et jeunes. Maintenant, voici le jet radio, s'il veut bien. Voilà. Le jet de gaz radio semble coïncider exactement avec l'endroit où il y a les étoiles. En d'autres termes, dans ce cas précis, le jet semble accélérer la formation de nouvelles étoiles. Et donc, peut-être que, au contraire, les trous noirs n'auraient pas tué les galaxies, mais ils auraient accéléré la formation d'étoiles dans les galaxies, peut-être même jusqu'au point de vider les galaxies de leur gaz, et ce faisant, chauffant l'environnement des galaxies, le gaz chaud qui entoure les galaxies empêche le gaz froid de tomber dans les filaments, parce que pour que le gaz tombe, il faut qu'il soit froid. S'il est chaud, il est trop agité, il ne tombe pas. Si vous trouvez un moyen de chauffer le gaz des filaments qui tombent, il ne tombera plus, il ne nourrira plus les galaxies. Donc, il semblerait qu'on ait un processus qui puisse marcher. Maintenant, les expériences futures nous montreront si effectivement on trouve la trace de ce gaz chaud autour des galaxies. Si ce n'est pas le cas, il faudra qu'on pense à autre chose. Donc, de grandes avancées ont eu lieu au cours de dernières années dans la compréhension des galaxies, mais comme vous avez pu le voir, il y a encore beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas quand et comment les étoiles se sont formées. On ne sait pas qui est né en premier entre les étoiles et les galaxies. On ne sait pas comment sont nés les trous noirs supermassifs qui ont des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. 90% de la masse de matière normale a disparu. On ne sait pas où elle est, et peut-être qu'un jour, elle reviendra nourrir les galaxies qui vont de nouveau former des étoiles. Je l'ai dit tout à l'heure, qui a tué? Quelle est la nature de la matière noire, de l'énergie noire? Alors, on est confronté à un dilemme. Peut-être qu'on est tout simplement en train de fermer la boucle et que, en raffinant un peu les modèles théoriques, on aura une compréhension globale de ce qui se passe au niveau des galaxies. Ou bien, l'accumulation d'incertitudes dans lesquelles on se situe et le fait qu'on ne parle plus que des 0,5% du contenu de l'univers est l'indice qui suggère qu'on est à la veille d'une découverte majeure dans l'histoire de l'astronomie et que demain on va comprendre un phénomène fondamental en physique qui nous a complètement échappé, qui est peut-être juste devant nous, qu'on a peut-être déjà observé, mais qu'on ne s'est pas autorisé à voir du fait qu'on n'avait pas la théorie qui allait avec. Je vous donne juste un exemple. Pendant des années, on a vu des images astronomiques avec des étoiles et des galaxies et des bananes cosmiques. C'est-à-dire des objets lumineux en forme de banane dont on n'avait aucune idée de l'origine et donc on s'est interdit de les observer. C'est-à-dire que les astronomes se sont dit ce sont des effets de diffraction sur le télescope, de la lumière parasite, ces objets ne sont pas réels. Mais la lumière parasite, si vous l'observez avec deux télescopes différents, vous regardez la même région du ciel et vous voyez la même banane, c'est plus la lumière parasite. Il a fallu que deux astronomes pensent à la théorie d'Einstein qui disait que la lumière peut avoir un trajet courbé par la matière pour qu'on en déduise qu'il était possible qu'il y ait des lentilles gravitationnelles, qu'il y ait des déformations des images en arrière-plan. C'était l'idée d'Einstein. Et à ce moment-là, les astronomes se sont dit peut-être qu'effectivement c'est une image réelle déformée. Alors, si c'était vrai, on s'attendrait à avoir une contrepartie de l'autre côté, un petit point bleu, et effectivement on l'a trouvé. Donc il existe dans l'histoire de l'astronomie il a existé des moments où on a été nez à nez avec un phénomène qu'on n'a pas du tout pris en compte. Alors pour toutes ces questions ouvertes que j'ai listées là, et il y en a d'autres, on a un certain nombre d'espoirs liés aux technologies qui sont développées. Le satellite Herschel, qui va regarder l'univers dans l'infrarouge, qui sera lancé en octobre 2008. Les radiotélescopes, qui vont pouvoir voir le gaz intergalactique et pouvoir savoir s'il y a du combustible pour les galaxies ou pas. Un satellite qui va regarder dans le domaine des X pour aller percer les cocons de gaz et chercher les trous noirs naissants. On va pouvoir tester... on teste avec des accélérateurs de particules la possibilité que la matière noire soit composée de particules exotiques, mais là on n'est pas du tout sûr qu'on atteindra les niveaux d'énergie suffisants, ou bien monde, une théorie alternative. Et on a des projets de satellites qui sont devenus les projets phares pour l'Europe et pour l'Amérique des prochaines années, qui sont devenus la première priorité, l'étude de la nature de l'énergie noire. Voilà.